Immobilier et bâtiments durables, vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts. Une émission présentée par Benjamin Huin et Frédéric Musselin sur Bâti Radio. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Bâti Radio. Bienvenue dans votre émission mensuelle Immobilier et bâtiments durables. Vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts. Je vous rappelle que cette émission est réalisée en partenariat avec le Master Immobilier Bâtiments Durables, Transition carbone, énergétique et numérique de l'École des Ponts ParisTech. Je vous rappelle également le principe de cette émission qui consiste à vous préparer, à vous former, vous, actrices et acteurs de la chaîne de valeur de la filière immobilier et bâtiment, afin de vous rendre prêts aux enjeux actuels et futurs du développement durable. Alors aujourd'hui, comme chaque mois, nous allons nous intéresser au sujet développé durant la semaine de cours du master qui se déroule actuellement. Aujourd'hui, nous nous posons la question suivante. Financement de l'immobilier durable, quels sont les défis? Alors, pour répondre à cette vaste question, nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux éminents spécialistes. Arnaud Berger, pour commencer, qui est associé chez Energiga et également responsable stratégie chez Mobion. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Yann Verschuren, qui est gérant d'un fonds immobilier. Et en fin d'émission, nous accueillerons un ancien diplômé du Master Promo 2020, Jonathan Louis, qui est actuellement coordinateur innovation à l'ADEME. Alors, pour commencer, Arnaud Berger, bonjour et bienvenue. Eh bien, bonjour à vous. Donc, comme je le précisais dans l'introduction, vous êtes associé chez Energiga, également responsable stratégie chez Mobion. Energiga est une société spécialisée en environnement énergie renouvelable, proposant des solutions disruptives. Dans différentes banques, vous avez occupé de nombreux postes liés au développement durable. Directeur de développement durable, directeur prospective, économie verte et RSE. Vous avez également contribué activement à l'écriture du livre Immobilier bâtiment durable, réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol, qui constitue l'ouvrage référence de notre master. Vous êtes également le responsable de la semaine de cours du master dont le thème est le financement du développement durable. Alors ma première question, Arnaud, est pour vous. À quand remonte le premier financement durable? Alors, pour les maisons écologiques qui datent de 1999, donc on voit que c'est pas jeune, c'était un prêt justement pour faciliter l'acquisition des maisons écologiques ou les rénovations thermiques ou écologiques aussi. Et donc, on peut vraiment le cibler à octobre 99. Donc, on voit que ce sujet du financement durable n'est pas tout jeune. Et on peut même remonter à 1990, puisque les premiers prêts écologiques en France, vraiment structurés, ont été faits ont été lancés pour justement des chauffagistes et aider les PME à abandonner leur chaudière fuel contre d'autres moyens de chauffage, justement parce qu'on était en plein dans les pluies acides. Ça remonte à très très loin, donc plus de 30 ans maintenant. Oui, on comprend donc, effectivement, vous l'avez précisé, le financement du développement durable est une activité assez récente. On peut même estimer qu'il est actuellement dans son adolescence. Comme deuxième question, on voudrait tous savoir si le financement du développement durable est une activité rentable. Alors récemment, il y a eu pas mal de posts justement et de remise en question justement sur l'intervention des banques dans la finance verte et la transition énergétique. Et la rentabilité est justement le point de blocage. On va dire que aujourd'hui il n'y a pas qu'une rentabilité dans l'immobilier durable. Il y en a plusieurs. Mais on va dire qu'il y a ces rentabilités segmentent le marché en trois grands sous-ensembles. Le marché de l'immobilier solidaire. Donc là, on a des rentabilités négatives ou même faibles, entre 0 et 3 à 5%. C'est là où on va trouver vraiment tout ce qu'on appelle l'immobilier solidaire, là où la question sociale et de l'humain est très forte dans l'habitat et qu'on va essayer de conjuguer avec l'environnement. Et ça nécessite beaucoup de dépenses qui vont se retrouver à freiner la rentabilité de ces investissements. Voilà. Ensuite, on a plutôt le modèle de rentabilité, donc les marchés, on va dire, bancaires
de la rénovation thermique ou de l'immobilier durable, on est dans des fourchettes entre 5 et 8% de rentabilité. C'est typiquement le marché de masse de la rénovation thermique des bâtiments ou on va dire ce qu'on appelle entretien-rénovation, hein, avec essentiellement de PME, puisque leur rentabilité est adaptée à ce type de marché. Et puis, on a les rentabilités financières, c'est-à-dire à partir vraiment 10% jusqu'à l'infini, évidemment, où là, on va plutôt trouver, évidemment, les acteurs des marchés financiers avec des rentabilités de référence recherchées aux alentours de 15%. C'est là où on va voir les fonds d'investissement. Évidemment, les sociétés cotées vont être dans ce marché-là, que ce soit dans la distribution ou dans la construction. Voilà. Et donc, il n'y a pas que ce marché est rentable, mais simplement, ce qu'on oublie souvent, c'est de montrer cette segmentation de la rentabilité et donc des marchés conséquents. Et du coup, on aligne tout sur la rentabilité des marchés financiers. Et donc, du coup, c'est facile de dire qu'aucun marché n'est rentable, sauf celui, à la limite, très élitiste de certains marchés qui sont, par exemple, les grandes constructions, le tertiaire ou l'immobilier de bureau, alors que ce marché fait vivre énormément d'entreprises. Voilà. Et si, par contre, on regarde dans ces marchés, ces rentabilités, lesquels créent le plus d'emplois, par contre, force est de dire que c'est le marché où sont présents donc le modèle de rentabilité, on va dire moyen, celui de 5-6%, c'est celui de la rénovation thermique. C'est pour ça qu'on dit, comme c'est un marché très volumineux, on dit souvent que ces bâtiments créent beaucoup d'emplois parce que voilà, ces PME du bâtiment sont surreprésentés dans ce marché. Oui, on comprend bien qu'il y a bien, vous avez bien exposé la situation, il n'y a pas une seule rentabilité, il y en a plusieurs. On voit également que le développement durable appliqué donc à notre filière prend de plus en plus de place. Arnaud, selon vous, que manque-t-il pour que son financement se développe ? Alors déjà, il y a la question, déjà pour le développer, c'est à quelle finalité ? On parle souvent du climat, mais il y a aussi cette question de l'emploi. Je pense que ça nécessite de s'intéresser au marché qui génère le plus d'emplois dans cette filière, c'est-à-dire le marché de l'immobilier solidaire et de l'entretien-rénovation et plus particulièrement la rénovation thermique. Donc, il y a déjà, pour que ce marché se développe, il faudrait déjà pouvoir le distinguer. Aucun travail n'arrive à distinguer les sous-parties de ce marché en fonction de leur rentabilité et de leur modèle économique. Et c'est pour ça qu'on apporte, on va dire, le marché de la rénovation comme un bloc, alors que ce bloc est constitué de sous-ensembles, pas forcément même des fois, et pas du tout, même parfois, de cohésion les uns par rapport aux autres sur les produits vendus, sur les manières de faire, sur les manières même de financer et d'assurance. Donc, le premier sujet, c'est de travailler sur un modèle de distribution, c'est-à-dire avec coordonner et fluidifier l'ensemble de la distribution pour faire les travaux de rénovation. La deuxième chose, c'est de travailler ce marché. Un problème, on va dire, comme tous les marchés de la croissance verte, c'est qu'on développe les incitations fiscales vertes pour amorcer ce marché avant même d'avoir pensé à l'assurance. Donc aujourd'hui, quand on veut faire des travaux de rénovation thermique, alors qu'on a tous les moyens de travailler sur des dispositifs d'assurance de résultats des rénovations thermiques, puisque on a aujourd'hui des outils numériques nous permettant d'avoir des capteurs comme ça pour savoir si on ouvre les fenêtres ou pas, et donc d'avoir un bon contrôle de l'énergie et donc des résultats de cette énergie. On n'a pas pour les rénovations thermiques, par exemple, d'assurance de garantie de résultats. Je pense que ce sera un dossier majeur à faire. Et si on regarde les travaux depuis pratiquement 20 ans sur tout ce qui a pu être dit pour soutenir l'immobilier durable, jamais un travail n'a eu comme objet les questions de l'assurance, sauf peut-être que voilà, Jonathan pourra nous en parler tout à l'heure. Donc ça, ce sont déjà, voilà, c'est une question de polarité, c'est-à-dire s'intéresser aux acteurs, c'est-à-dire aux PME, passer par ce crible-là pour développer l'offre et soutenir ces PME avec des assurances pour, on va dire, sécuriser l'investissement du client et qui est aussi le particulier que nous sommes sur ces sujets-là. C'est, je pense, très important. Et puis le troisième point qu'il y a,
c'est que sur les PME de la rénovation, on a beaucoup de grosses, de très belles sociétés familiales de rénovation ou de construction durable. Et il manque aujourd'hui des possibilités pour ces sociétés d'avoir des appuis en fonds propres, c'est-à-dire en capitaux, pour pouvoir se développer. C'est assez impressionnant de voir tout ce qui se développe en capital investissement pour les énergies renouvelables, l'hydrogène et autres, et pas du tout justement pour le secteur de la rénovation, justement parce que, par contre, si ces entreprises sont très impliquées dans leur marché et sont dans de détail, elles n'ont pas la rentabilité qui intéresse les fonds d'investissement. Et on a plusieurs aujourd'hui critiques, même de grands patrons de banques, qui disent qu'une transition énergétique à 10 ou 15% de rentabilité, c'est bien trop fort aujourd'hui pour soutenir ce genre de marché. Voilà les 3 points qui pourraient fluidifier et surtout massifier ce marché. Alors merci beaucoup pour justement ce développement de ces 3 points qui font selon vous défaut à l'expansion du financement du développement durable. Justement demain, comment vous le voyez, le financement du développement durable? Quelle est votre vision? Est-ce que ça sera l'accompagnement des PME auxquelles vous faites référence? Est-ce que ça sera la création d'un système assurantiel des fameux CPE? Est-ce que vous voyez autre chose? Alors, assurément, si on veut coupler ce marché de l'immobilier durable avec l'emploi, c'est sûr qu'il faut s'appuyer, toutes les études le montrent, sur les entreprises, on va dire non cotées. Voilà, c'est là où on va avoir vraiment les gisements d'emploi. C'est dans le non coté, les entreprises familiales ou indépendantes, parce qu'elles ont les capacités justement elles n'ont pas justement ce seuil minimum de rentabilité à avoir, donc elles peuvent investir un peu plus long. Et c'est souvent chez elles que se font aussi certaines innovations. C'est ce que j'ai vécu quand j'étais banquier à l'époque. Je pense qu'il va y avoir ce qui va tirer ce marché déjà au niveau des financements. Donc, ce serait justement on travaille sur les PME, c'est la bancarisation, c'est les questions d'assurance. Or, ce sont des données qui sont complètement aujourd'hui absentes des débats. Il y a encore une vague de rapports qui a été émis pour soutenir le marché de l'immobilier durable, notamment les rénovations thermiques, et on refait les mêmes propositions que depuis 15 ans que l'on voit fleurir au fur et à mesure. Donc, le schéma qu'on pourrait définir optimal pour soutenir à la fois l'activité chez nous et l'emploi, qui serait ce que j'ai énoncé tout à l'heure, finalement, n'est pas pris en compte. Et ce qui risque, par contre, de se développer, c'est plutôt la financiarisation de ce marché. Et avec une crainte peut-être demain, c'est que cette financiarisation pourrait pousser, on va dire, tout le marché avec des fonds d'investissement peut-être étrangers dessus, et donc qui pourraient prendre le lead même sur les acteurs historiques de ce marché. Attention, la financiarisation, ça veut dire qu'on va remplacer des acteurs vraiment économiques aussi par une possibilité que ce marché soit détenu par des fonds d'investissement avec les dérives qu'on peut voir. Eh bien, merci beaucoup Arnaud pour ce point de vigilance et plus généralement pour votre éclairage sur les multiples facettes que revêt le financement du développement durable. Frédéric, je te laisse la main pour ton invité. Avec plaisir. Nous recevons également donc Jean Verschuren. Jean, bonjour Yann, pardon. Yann, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes gérant d'un fonds immobilier au sein de Generali Real Estate SGR, une société de gestion régulée par les autorités bancaires. Vous avez plus de 15 ans d'expérience dans le management d'investissements immobiliers, d'actifs, de risques et de construction, et de management d'équipe dans un environnement international. Vous êtes membre de la RICS et vous intervenez sur les sujets de financement de l'immobilier durable au master spécialisé immobilier et bâtiment durable de l'École des Ponts. Vous avez également contribué à l'écriture de l'ouvrage immobilier et bâtiment durable Réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol, ouvrage de référence du master. Alors, la première question que je souhaiterais vous poser, que nous souhaiterions vous poser, c'est quelle est la définition de votre activité et comment le développement durable s'y inscrit? Bon, très bien. Alors, quand mes enfants me demandent ce que je fais comme métier,
je leur dis que j'essaye de rendre plus d'argent à ceux qui m'en ont confié. Je leur dis néanmoins tout de suite que, attention, la magie de faire grandir l'argent marche quelquefois, mais ne marche pas forcément à tous les coups. Plus sérieusement, dans mon rôle donc de fund manager chez Generali Real Estate, j'ai eu l'occasion, début 2019, de créer un nouveau produit d'investissement pour des investisseurs institutionnels, avec donc une stratégie d'investissement ciblant les plateformes logistiques dans les pays de l'espace économique européen. Alors comment on fait? Pour démarrer, donc j'ai catégorisé ce fonds dans un niveau de risque qui est Core Plus, selon la terminologie, et donc on a émis une promesse de retour sur investissement. On cadre tout cela dans une prise de risque, par exemple, avec un niveau d'endettement maximum à tel pourcent et plein d'autres critères. Et le résultat de ce travail, il s'inscrit dans 2 documents principaux, à savoir le statut de ce fonds d'investissement et son prospectus pour une démarche de marketing. Après démarrage, on achète donc des immeubles ou des terrains, et c'est ainsi que 3 ans plus tard, nous sommes actuellement à près de 800 millions d'euros de valeur d'actifs, avec des clients investisseurs qui proviennent du groupe Generali, mais aussi d'ailleurs. Et c'est assez gratifiant de voir cette stratégie qu'on a définie, de la voir à l'œuvre et en plus donc de recueillir l'approbation des investisseurs qui y ont placé leur argent. Alors, pour ce qui est le développement durable, il y a quelques années, les clients investisseurs avaient besoin d'être rassurés que le fund manager savait améliorer la qualité environnementale du bâti. Quelques communications et un plan avec quelques actions pilotes, en quelque sorte, suffisaient pour cocher une case vis-à-vis de cette attente des investisseurs. Mais depuis 2021, le développement durable s'est véritablement inscrit de façon bien plus explicite avec l'arrivée de règles éditées par l'Union européenne. Elle s'appelle la SFDR, ou bien la Sustainable Finance Disclosure Regulation en français, donc une réglementation pour la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Elle vise donc à améliorer la transparence et en premier lieu, on demande au fund manager de détailler la manière dont on tient compte des principales incidences négatives de façon spécifique et quantifiable, mais de façon plus explicite. La régulation exige aux sociétés de gestion de montrer la couleur de leurs ambitions en matière de développement durable par 3 niveaux, et on pourrait dire du marron en passant par le jaune jusqu'au vert. En réalité, il s'agit donc des articles 6, disons la couleur marron, pour la simple sensibilisation des parties prenantes aux enjeux du développement durable. L'article 8, qui peut donc l'équivalent du jaune, pour une promotion des caractéristiques sociales ou environnementales. Et enfin, le plus ambitieux, l'article 9, qui vise à intégrer la création d'externalités positives sur donc de nouveau le plan social ou environnemental dans sa stratégie d'investissement. Concrètement, donc pour moi, en 2021, l'année dernière, j'ai modifié les statuts de mon fonds en faisant référence à l'article 8. Donc on voit bien un impact assez concret qui se met vraiment en route. Très bien, donc le développement durable est en plein essor, et j'aime beaucoup l'idée de ce que vous expliquez à votre fils, c'est rendre plus d'argent aux investisseurs que ce qu'ils vous ont confié. C'est très louable comme métier. Votre activité connaît certainement des points positifs, mais également il y a des challenges et peut-être des freins au développement de cette activité de gestion de fonds. Quels sont-ils et que faudrait-il faire pour les surpasser? C'est une bonne question. Je vais l'accentuer peut-être sur le développement durable. Le frein pour inclure davantage développement durable dans mon métier, donc
en dépassant la législation. C'est une charge de travail supplémentaire qui est à gérer, qui se ressent à plusieurs niveaux. Donc, il y a tout d'abord la masse de données à récolter aussi auprès des locataires qui sont pas forcément toujours coopératifs. Et ensuite, il faut traiter ces informations, bien mesurer l'empreinte environnementale de l'ensemble des actifs immobiliers dont on est propriétaire. À partir de là, on définit un plan d'action souvent avec un prestataire et souvent dans le cadre de l'obtention d'une certification ou la participation dans un benchmark comme le Global Real Estate Sustainability Benchmark, le GRESB. Et le plus difficile peut-être, c'est d'arriver à convaincre tout le monde que toute cette information, tout ce plan d'action est bien traduit de la meilleure façon possible dans son plan financier, le fameux cash flow. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on se met vraiment au travail et qu'on met en œuvre donc le suivi d'exécution des travaux selon ce plan. C'est donc du personnel en plus, des habitudes à changer. Et j'en profite pour partager une anecdote, un retour d'expérience. On vient d'acquérir une plateforme logistique en France en état futur d'achèvement. Et le vendeur, qui est un promoteur de renom, et il va quand même réaliser une marge spectaculaire sur ce développement parce que les valeurs des actifs immobiliers ont énormément augmenté ces derniers temps. Et depuis 2020, il y a l'obligation de couvrir 30% de la toiture avec une installation photovoltaïque. Et pourtant, le promoteur refusait d'inclure la réalisation de ces panneaux dans son programme. Donc, on a dû faire tout de même appel à un prestataire tiers qui amènera les panneaux photovoltaïques et qui va nous payer un loyer pour la location du toit. Tout cela existait déjà il y a 15 ans et en quelque sorte, c'est un peu décevant de voir que certains promoteurs en sont toujours là. Donc, la sensibilisation aux enjeux climatiques à l'ensemble des acteurs du marché immobilier me semble indispensable pour surpasser ce frein. Et il faudrait que le secteur immobilier comprenne que si nous continuons comme avant, on risque d'être confronté à l'impossibilité de faire assurer les actifs immobiliers dans 10-15 ans. Et parce que tout simplement, les aléas climatiques risqueraient peut-être de coûter trop cher pour un assureur. Et cette absence d'assurance impacte bien évidemment la valeur des actifs et de façon même substantielle, au point de potentiellement déstabiliser le château de cartes. Et donc, on doit tout faire pour éviter cela par des actions d'atténuation et d'adaptation qu'on doit mener dès aujourd'hui. Très bien. Et quelle vision avez-vous de l'évolution de votre métier dans les 5 à 10 ans qui viennent? Alors, cette évolution, pour moi, elle agira sur 3 niveaux qui sont à des temps d'échelle différentes. Il y a la digitalisation, le développement durable, j'ai déjà mentionné, la dynamique des marchés financiers. Mais donc, tout d'abord, la gestion de fonds n'échappera pas à la désintermédiation qui est provoquée par la digitalisation. Notre client Generali France distribue déjà des parts de certains véhicules d'investissement par la blockchain. Et on pourrait imaginer que la définition d'une stratégie d'investissement puisse se faire un jour par intelligence artificielle sur base d'une analyse big data, avec ensuite l'édition de contrats et le soutien à l'exécution de la stratégie et la suivi de performances toutes faites de façon digitale, automatisée et décentralisée. Pour le développement durable, les investisseurs, je les vois bien exiger dans quelques temps de la part des gérants et de façon quantitative et vérifiée une réduction d'émissions de CO2 par million d'euros investis dans tel ou tel produit, parce que les investisseurs vont se rendre compte dans quelques années qu'ils ont des efforts à faire pour rester sur leur trajectoire vers la neutralité carbone et qu'il faudra donc inscrire ces nouvelles exigences de réduction d'émissions non seulement sur quelques produits exemplaires, mais véritablement sur l'ensemble de leurs produits d'investissement. Et les gestionnaires d'actifs, j'ai parlé tout à l'heure des articles 6, 8 et 9, je sens que on va bientôt être classé par rapport à nos ambitions, par rapport justement à cet gestionnaire qui aura peut-être le plus d'articles 9 sur l'ensemble de ces fonds gérés. Et donc, on va avoir un affichage
qui sûrement mobilisera l'ensemble du secteur dans un sens vertueux. Mon troisième point est sur une échelle de temps beaucoup plus imminente. C'est donc la dynamique des marchés financiers, parce que nous venons de tourner une page dans l'histoire des marchés financiers. L'argent gratuit des 10 dernières années n'est plus depuis quelques semaines. Et le coût de financement a fortement progressé, si je peux simplifier, disons de 1% au début de l'année, comme taux d'intérêt à 4% aujourd'hui. Mais donc cela comme effet de rendre impossible certains projets enclenchés au début de cette année. Et les prix avaient tellement augmenté ces 10 dernières années, comme j'ai mentionné, au point où un bâtiment logistique n'offrait plus que de 3% de rendement à l'acquisition. Et donc, ce faible rendement est incompatible avec un financement à 4%. On ne peut pas servir une banque qui demande 4% d'intérêt avec un immeuble qui n'offre que 3% de loyer. Cette hausse de taux qu'on constate ces derniers temps ne semble pas être prête à s'arrêter. Et donc, elle va forcément diminuer la valeur des actifs immobiliers sur les mois et années à venir. C'est une dynamique quand même qu'on n'avait plus vue depuis ces 10 dernières années. Et il va falloir que les gérants d'actifs composent avec en modifiant leur stratégie d'investissement, en optimalisant l'ensemble des flux financiers du patrimoine des gens en détention. Malheureusement, cela risque de laisser moins de place pour les actions de développement durable dans le fameux plan financier. Et donc, ce sera encore une fois le législateur qui va déterminer le rythme de l'amélioration environnementale du patrimoine immobilier. D'accord. Merci beaucoup Yann pour votre éclairage, et on perçoit bien les similitudes, notamment la dimension assurantielle que vous avez mentionnée et que Arnaud a également mentionné, et puis les complémentarités qu'il y a entre votre activité et celle de Arnaud Berger. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Alors pour poursuivre votre émission, nous accueillons aujourd'hui Jonathan Louis, ancien diplômé du Master Promotion 2020 et qui est actuellement coordinateur innovation à l'ADEME. Alors bonjour Jonathan. Bonjour. En substance, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que le Master vous a apporté personnellement et aussi dans l'exercice de votre métier ? Écoutez, quand j'ai fait le master, ça faisait un peu plus de 10 ans que je travaillais sur le sujet des bâtiments durables, d'abord en bureau d'études et puis après à l'ADEME, notamment en lien avec la filière des professionnels du bâtiment. Et bon, j'avais fait pas mal le tour de ces sujets, je me posais des questions et donc j'ai rejoint ce master notamment pour aller approfondir les sujets de finance, les sujets d'immobilier, des sujets que je ne connaissais pas du tout puisque je venais plutôt de la technique. Écoutez, ça a plutôt bien fonctionné, notamment grâce au sujet de thèse professionnelle que j'ai faite sous la direction d'Arnaud, qui est ici avec nous, et notamment sur le sujet de l'assurance, je vous en parlerai juste après. Donc ce master, ça m'a beaucoup apporté sur ces sujets complémentaires, ces sujets que je maîtrisais pas, donc finance, stratégie, stratégie immobilière, tous ces sujets qu'on a un peu évoqués à l'instant. Et quelques temps après, j'ai changé de poste, donc là ça fait quelques mois que j'ai changé de poste, donc j'ai pris la coordination des sujets d'innovation bâtiment à l'agence, et notamment donc du coup dans ce cadre j'accompagne le programme France Relance du gouvernement qui vise à financer l'innovation, et donc on va apporter justement des fonds pour aider les PME à prendre des risques, et notamment sur beaucoup de sujets, des sujets liés à la transition énergétique bien sûr, mais liés à la construction bois, liés au génie climatique et peut-être, pourquoi pas, demain, liés aux assurances. Très bien. Vous avez mentionné le sujet de votre thèse, donc ça nous intéresse d'en savoir plus. Pourquoi vous l'avez choisi et qu'est-ce que vous avez finalement conclu et qu'est-ce que vous avez développé dans votre thèse ? Écoutez, j'avais été assez surpris par cette semaine sur la finance pendant le master, parce que pour rien vous cacher, les premiers jours, je ne comprenais strictement rien. Et donc, ça m'intriguait beaucoup de voir ce monde qui avait l'air d'avoir ses propres codes. J'étais quand même assez intrigué, donc j'ai pas mal creusé, réfléchi, et j'ai échangé avec. J'avais été pas mal
enfin, ça m'avait pas mal fait réfléchir le discours d'Arnaud sur le sujet des assureurs et des assurances. Et donc, j'ai eu envie de creuser ce sujet en lien avec mes thématiques. Donc, moi, mes thématiques, à l'époque, c'était la rénovation essentiellement du logement individuel. Donc, c'est pour ça que ma thèse porte uniquement sur cette thématique-là et de la maison individuelle.